Bonsoir à toutes et tous. On va démarrer ce conseil municipal. On démarrera par une présentation de Veolia sur les sujets d'assainissement et d'eau potable. Je vais d'abord faire la liste des pouvoirs. Bon, je vous laisse régler le petit problème technique. Marchez tout de suite. Ça y est, c'est bon, touchez plus. Alors, les pouvoirs. Donc, Christelle Tourtelier donne pouvoir à Vincent Coconnier. Frédéric Marchand donne pouvoir à Alain Thierry. Paul Bobille donne pouvoir à Eliane Ménager. Annie Rétif donne pouvoir à Laurent Beuchet. Anne Steyer donne pouvoir à Christian Fourmont. Véronique Amiot donne pouvoir à Daniel Deville. Bertrand David donne pouvoir à Catherine Leclerc. Arnaud Dupuis donne pouvoir à Hubert Desblés. Estelle Langlais donne pouvoir à Aude de Lavergne. Yeroun me donne pouvoir. Et nous avons fait le tour des pouvoirs, qui sont un peu nombreux ce soir. Secrétaire de séance, Hubert. On dit donc c'est une première. Il va peut-être arrêter de pleuvoir. Très bien. Je vous propose d'approuver, de commencer par approuver. Je ne vois pas ça dans mon ordre du jour. Comment cela se fait-il? Le procès verbal. Tiens. Ouais, du 16, bon, j'ai pas ça. Donc d'approuver le procès verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce procès verbal? Non, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc je vais laisser la parole à Veolia qui va nous présenter les rapports du délégataire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Donc, j'ai eu l'occasion de venir vous voir l'année dernière. Alors, ça devait être à peu près à la même époque ou un petit peu plus tôt, je ne sais plus exactement, pour vous présenter le rapport d'activité sur votre service d'assainissement collectif. Alors, la présentation a un peu changé par rapport à l'année dernière. L'essentiel est de vous donner des chiffres clés que vous ayez en tête sur votre service d'assainissement collectif. Donc le sommaire avec un contexte contractuel, une organisation, les chiffres clés, les grands enjeux, les faits marquants, des évolutions réglementaires, mais c'est essentiellement sur la partie réseau, l'avis du service concernant l'exploitation, les consommateurs, l'économie du contrat et les préconisations. Ça va aller assez vite puisque vous avez déjà un projet d'une envergure assez forte concernant votre station d'épuration. Donc le contexte contractuel, donc c'est la mairie de Châteaubourg. On est en délégation de service public, donc vous nous avez fait confiance pour 12 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2027. On vous en remercie. Donc concernant l'organisation locale, un petit trombinoscope qu'on vous a fait par rapport à l'année dernière, même s'il y a des personnes que vous voyez peut-être moins, qui sont basés à Rennes, qui sont le directeur du territoire, donc Freddy Go, qui est assisté donc par un directeur développement, Carl Briand, une directrice des opérations et un responsable consommateur. Alors, on a modifié le terme client par consommateur dans notre jargon. Donc, les consommateurs sont vraiment les abonnés finaux à qui on vend de l'eau et à qui on rend le service de l'assainissement. Et donc moi je suis en dessous et donc j'ai en charge l'équipe du service Porte de Bretagne, donc avec 5 responsables d'équipe. Donc vous connaissez peut-être en local Jean-Marc Le Provost et Daniel Daillot, voilà, qui sont des interlocuteurs déjà connus. Et les 3 autres sont plutôt situés sur la partie sud, sur la partie Retier. Les chiffres clés, donc 3025 alors, abonnés ou consommateurs pour 6306 habitants desservis et donc une assiette de la redevance. Alors c'est ce qu'on appelle l'assiette de la redevance, c'est la consommation d'eau que l'on relève en fait et sur laquelle on va asseoir la facturation de l'assainissement. Il y a quelques établissements qui sont un peu différenciés dans ce type de facturation.
Ce sont les établissements, notamment industriels, qui bénéficient d'une convention de déversement et qui, en fonction d'un coefficient de pollution, en fait, modifient leur volume rejeté. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu le principe du pollueur-payeur. En fait, si l'industriel a une charge polluante de 2,5 fois plus chargée qu'un effluent domestique, eh bien, il va payer 2,5 fois plus, ce qui est logique puisqu'il bénéficie du même service. Vous avez l'évolution du nombre d'abonnés donc, qui est assez conséquente, en fait, puisqu'on a plus 2,8%. Donc c'est quand même notable du dynamisme de la commune. Et donc l'évolution de l'assiette de la redevance, alors qu'il n'est pas directement proportionnel au nombre d'abonnés, parce qu'il y a des gens qui peuvent consommer un petit peu moins d'une année sur l'autre, et donc on a grosso modo la même valeur que sur l'année 2017. Et donc je vous ai mis en fait les deux chiffres sur la redevance réception d'effluents de deux autres services, puisque vous aidez vos collègues de Saint-Jean-sur-Vilaine qui n'a pas de station d'épuration, et donc dont tous les effluents arrivent à la station d'épuration de Châteaubourg pour un volume de 28 000 m3. Donc ça reste assez marginal par rapport aux 300 000 qui sont consommés sur Châteaubourg. Et la commune de Saint-Didier qui est partiellement raccordée pour l'instant, qui le sera en totalité lorsque vous aurez mis en service votre nouvelle station d'épuration, pour un volume équivalent à peu près à Saint-Jean-sur-Vilaine. Donc retenez à peu près 30 000 m3 pour chaque. Donc c'est à peu près 10% de la consommation des abonnés de Châteaubourg. Donc vous avez deux installations de dépollution. Alors une principale, évidemment à Châteaubourg, qui a une capacité de 8 000 équivalents habitants. Donc c'est-à-dire qu'elle est capable de traiter la pollution de 8 000 personnes. Et à Bron, une station d'équivalent qui est beaucoup moindre, qui est de 200 équivalents habitants. Sur l'ensemble de votre patrimoine, donc, vous avez 11 postes de refoulement. Donc ça, c'est des points bas où on est obligé de relever les effluents pour les remonter sur un point plus haut, et 46 km de réseau. Voilà, les chiffres clés qu'il faut retenir. Un petit dessin un peu ludique qu'on présente aux enfants lors des visites écoles, qui représente en fait grosso modo une station d'épuration. Et donc, je vous ai parlé des 300 000 m3 qui sont facturés, qui ont été facturés sur l'année 2018 aux abonnés. Mais par contre, le volume entrant à la station n'est pas de 300 000, on aimerait bien. Mais il est malheureusement de beaucoup plus, il est à 546 000 m3. Donc c'est-à-dire qu'on a grosso modo 246 000 d'eau parasites, ce qu'on appelle des eaux parasites. Donc ce sont essentiellement liés à des mauvais raccordements, donc volontaires ou involontaires, donc des gouttières d'habitation qui seraient mal raccordées. Et on a malheureusement aussi votre patrimoine de réseau de collecte qui vieillit, qui devient fuyard et qui lui aussi, au fil du temps, en fait, laisse passer des infiltrations d'eau en fonction du niveau de la nappe. Donc effectivement, il y a un travail à faire qui vous sera également demandé par l'Agence de l'eau, notamment pour votre subvention sur la nouvelle station. Mais nous également, on a pris des engagements dans le nouveau contrat d'affermage pour réduire ces eaux parasites. On a des indices à produire, donc ça c'est des indices réglementaires qu'on nous demande de produire. C'est l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux, donc on a une note sur 120, donc on a encore une marge de progression, puisqu'on n'est qu'à 70 sur 120. Bon, on a la moyenne, mais c'est quand même pas satisfaisant. On a encore du travail à faire là-dessus. Sur l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel également, donc ça c'est essentiellement les déversoirs d'orage, donc soit les trop-pleins sur les postes de relèvement, soit les déversoirs d'orage sur le réseau, donc pour éviter toute pollution. Donc là, on a également une marge de progression, puisqu'on atteint tout juste la moyenne un petit peu. Néanmoins, votre outil de collecte et de traitement en fait, répond totalement à la réglementation, puisqu'on a 100% de conformité sur les rejets en sortie station d'épuration. Donc même si elle reçoit plus d'eau
qu'elle ne devrait, elle arrive quand même à traiter l'ensemble de la pollution. Donc c'est déjà quand même assez important et le plus important. Un aspect sur la partie tarification, donc ayez en tête simplement que le prix de l'assainissement global TTC est à 3,13 € par mètre cube. Il était à 3,16 € en 2017, donc il y a une légère baisse qui est liée en fait à la taxe que chaque abonné paye à l'agence de l'eau, qui s'appelle la modernisation du réseau de collecte, donc qui a diminué en fait entre 2018 et 2017. Donc ça, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui fixe ce taux-là. Et donc il n'y a pas eu vous, part communale, en fait, n'avez pas voté d'augmentation de votre part abonnement ou votre part consommation. Et nous, notre part délégataire n'a pas évolué non plus. Donc 3,13 €, c'est votre prix, le prix moyen sur l'assainissement sur la commune. Concernant l'exploitation du réseau, donc pour tenter de limiter les eaux parasites, on réalise un certain nombre de contrôles de branchement. Donc, c'est-à-dire qu'on va chez des personnes et on vérifie si les eaux usées et les eaux pluviales sont bien séparées et vont bien dans le bon réseau. Donc, on a parfois la surprise d'avoir les eaux usées dans les eaux pluviales, les eaux pluviales par contre dans les eaux usées. Donc là, on sait qu'on les traite à la station, donc c'est un peu moins grave. Ce qui est un peu plus gênant, c'est quand les eaux usées, pardon, je vais y arriver. Les eaux usées vont dans le réseau d'eau pluviale, là c'est risque de pollution, donc c'est un peu plus gênant. Donc on réalise en gros 80 contrôles. On a des non-conformités qui sont identifiées, donc qui sont assez faibles. Donc soit on a un peu de chance, soit ça reflète la réalité, mais on voit que le taux de non-conformité diminue. Donc on est peut-être sur un secteur qui est peut-être un peu plus neuf et qui présente moins de non-conformité. On a réalisé ce qu'on appelle du curage curatif. Donc ça, c'est les débouchages accidentels en fait qui peuvent se produire sur le réseau ou sur les branchements. Donc on vous a mis le détail. Et en parallèle, en fait, on réalise par contre du curage préventif. Donc ça, c'est pour d'abord assurer l'écoulement et le traitement de tous les effluents à la station et sur certains points noirs du réseau qui peuvent être également curés de manière préventive. Et de la même manière, en fait, en parallèle, on fait un passage caméra pour visualiser en fait l'état du réseau et vous permettre de déterminer un plan pluriannuel de travaux pour les futures années, puisque c'est des travaux qui peuvent être assez coûteux et assez lourds. Donc on essaye de vous aider sur cette partie-là. Concernant le renouvellement, donc ça c'est dans le cadre du contrat d'affermage, on a un certain nombre d'équipements à maintenir en état pour, à la fin du contrat, en fait, vous restituer votre patrimoine en état de marche et dans le même état, voire mieux que celui du début du contrat. Donc il y a eu assez peu de renouvellements qui ont été faits. Il y a eu une pompe de relèvement sur le poste de relèvement de la Syrie et sur le poste de relèvement de Saint-Jean, une pompe et la partie hydraulique des pompes. En parallèle, il y a eu un certain nombre d'engagements contractuels qui ont été pris. Alors je ne vais pas faire la liste parce que je vais vous embêter un peu techniquement, mais il y a eu un certain nombre d'engagements contractuels qu'on avait pris en fait dans le contrat. Alors le plus notable est notamment l'acquisition d'un groupe électrogène sur remorque qui sert en fait en cas de panne électrique, même si elles sont de moins en moins fréquentes. Mais néanmoins, en fait, ça nous permet de garantir, en cas de pépin sur un poste de relèvement ou sur la station, de pouvoir secourir l'équipement. Et en fait, à titre informatif, en fait, vous nous le stockez de manière sympathique et gratuite, merci. Mais il peut également vous servir, notamment la dernière intervention a eu lieu sur le marché lorsqu'il avait été déplacé à côté du parking de la gare. Voilà. Donc en fait, c'est aussi l'intérêt pour vous, collectivité, et pour nous dans la continuité du service.
Sur les évolutions réglementaires, juste pour synthétiser, vous aurez une obligation en 2026 sur la géolocalisation de votre réseau, sur votre patrimoine en fait, qui devra être en classe A. C'est-à-dire que la précision du réseau, actuellement, elle est en classe C. Donc, on connaît grosso modo l'emplacement du réseau à 2,50 m. Alors, rassurez-vous, on connaît 90% de l'emplacement du réseau. Mais il y a certains points, en fait, où on est un peu à l'aveugle. Et en 2026, vous aurez l'obligation de mettre en classe A, donc à moins de 40 cm, de connaître précisément à moins de 40 cm l'emplacement de vos réseaux. Il me semble que l'éclairage public, c'est au 1er janvier 2020 qui doit passer en classe A à 40 cm. En fait, c'est en fonction de la sensibilité du réseau. Le réseau gaz est déjà passé en classe sensible, donc il est déjà classé en classe A. Et le réseau d'assainissement est classé, en fait, il a été étalé dans le temps jusqu'en 2026, puisque ce n'est pas un réseau sensible, même quand une entreprise doit casser malheureusement ce réseau-là. En fait, mis à part le risque de pollution qui peut être important quand même, mais il n'y a pas de risque de dommages humains, corporels. Donc c'est pour ça que ça a été repoussé en 2026. Juste quelques chiffres sur le nombre de désobstructions sur les réseaux, donc 11 en nombre. Sur les désobstructions sur canalisation, une dizaine, donc c'est grosso modo une par mois. Le pourcentage du linéaire de réseau curé, donc c'est 6,4% de votre patrimoine. Donc l'idée, c'est qu'à la fin du contrat, en fait, on est totalement balayé en curage et en ITV l'ensemble des 46 km du réseau. Concernant les sous-produits qui arrivent à la station d'épuration, donc on a trois grandes catégories de produits. Donc les refus de dégrillage, donc ça c'est ce que les gens rejettent via malheureusement alors les toilettes. Donc il y a les lingettes qui sont vraiment un ennemi en exploitation puisque ça nous crée des bouchages de pompes en fait. Donc un petit message si on peut éviter l'utilisation de ces lingettes. Et au moins, en tout cas, exactement, merci, de ne pas les mettre dans les WC. En fait, et de bannir le terme tout à l'égout, en fait, parce que malheureusement, en fait, nos ancêtres ou nos prédécesseurs ont abusivement caractérisé le réseau d'assainissement en tout à l'égout. Et malheureusement, en fait, c'est pas le tout à l'égout. En fait, on jette pas tout à l'égout. Donc, il faut sensibiliser nos petits parce que eux, ils sont de très bons porte-parole. On a également des sables, donc ça c'est issu du lavage de légumes que les gens peuvent faire éventuellement, mais aussi et surtout des casses qu'il peut y avoir sur le réseau et des infiltrations sur le réseau qui peut être cassé. Des graisses, donc ça c'est la collecte par contre de toutes les activités que l'on a donc au niveau cuisine, vaisselle et les quelques industriels qui peuvent être un producteur un peu plus important sur ce type de déchets. Et le taux de boue, alors 100%, ça veut dire que 100% des boues ont été conformes en termes de qualité et ont pu être valorisés en agriculture, selon un plan d'épandage qui est validé. Donc sur la station, je vous ai mis une petite vue aérienne, si vous arrivez à vous y repérer en fait sur votre outil actuel, où il faisait beau. Et donc on a 12 bilans d'autosurveillance qui nous sont demandés réglementairement selon l'arrêté préfectoral de rejet, et tous ont été conformes, ont répondu aux normes en vigueur. Alors pour ceux que ça intéresse, mais je ne vais pas m'étaler, vous avez ici les différents paramètres qui nous sont demandés en analyse, avec la DCO, la DBO, donc les différents paramètres. Vous avez les valeurs dans les petits histogrammes et la courbe en bleu représente en fait le rendement de l'installation. C'est-à-dire qu'on va mesurer la pollution en entrée de la station, on va mesurer en sortie et on va calculer le rendement de votre installation sur les différents paramètres. Donc vous pouvez voir qu'en fait, tous les paramètres ne sont pas à 100%, mais sont entre 99,5 et 100%. Donc, on est plutôt satisfait de ce résultat et on est payé pour le faire aussi. Un petit focus sur le taux d'impayé qui est relativement faible puisqu'on est à 0,58%
de l'argent perçu. Donc c'est aussi pour vous une garantie d'avoir la quasi-totalité des recettes attendues sur le service. Les taux de réclamation écrites pour 1000 clients, donc là on est à 0. Je touche du bois pour que ça continue. Et le taux de débordement également à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le compte annuel de résultats d'exploitation. Donc ça, c'est la partie finance, en fait. Donc vous avez en haut les produits d'exploitation. Donc ça, ce sont les recettes. Vous avez l'exploitation du service. Donc ça, ce sont les recettes du délégataire. Donc 388 000 €. Et vos recettes à vous, collectivité, 433 000 €. Donc qui vous sont reversés 3-4 fois par an. En fait, c'est à peu près tous les trimestres à peu près. Donc c'est défini selon un calendrier qui est contractuel. Et vous avez les charges en fait par grande catégorie. Donc avec le personnel qui est une des charges importantes, l'énergie électrique, les produits de traitement, les analyses, de la sous-traitance, des impôts locaux et taxes, et puis différents dépenses de télécommunications, les engins, voilà. 2017 était l'ancien contrat, tout à fait. Voilà le changement du contrat, la renégociation. Exactement. L'équilibre en fait a été un peu bouleversé en fait, puisque la renégociation vous a profité en fait au niveau du tarif sur la part délégataire, et votre part en fait a été augmentée aussi en vue de l'investissement que vous allez faire très prochainement. Voilà. Alors pour les préconisations, donc ça, j'ai pas été plus dans le détail. En fait, j'ai été un peu généraliste. C'est de poursuivre le schéma directeur qui est déjà engagé sur votre patrimoine, les curages préventifs, donc ça c'est pour nous, les inspections télévisées, les contrôles de conformité, et pour qu'on puisse vous proposer un programme pluriannuel de travaux sur la partie réseau, puisque la station, j'en ai pas parlé, mais vous avez un projet sous 2 ans, à peu près, pour la construction d'une nouvelle unité de dépollution. Voilà, c'est en cours. Voilà, j'en ai terminé pour l'assainissement. Juste pour rappel, j'en ai déjà parlé, mais donc l'assainissement est une compétence qui va devenir intercommunale à partir du 1er janvier 2020, donc avec le transfert du budget annexe et avec le transfert de tout le suivi des compétences. Alors très concrètement, pour essayer de rester flexible, ce qui va se passer vraisemblablement, c'est qu'il y aura, sur la partie travaux, mais des marchés à bon de commande, nous, qui permettront de faire intervenir des entreprises assez facilement, on l'espère, mais bon, ça reste un peu en cours de création, ce service eau et assainissement à l'agglo. Bon, c'est un peu compliqué à mettre tout ça en place sur 46 communes avec chaque commune qui a ses spécificités, sa façon de gérer en régie, pas en régie, des lagunes, des stations, des investissements plus ou moins importants qui ont été réalisés, une connaissance du réseau plus ou moins importante. Donc voilà, tout ça est en cours. Mais du coup, le contrat que nous avons avec vous va être transféré à l'agglomération de Vitré à partir du 1er janvier 2020. Et donc la station d'épuration sera réalisée, enfin en tout cas financièrement, sera portée non pas par la ville de Châteaubourg, mais par Vitré Communauté, c'est ce que l'on va voter tout à l'heure, mais nous allons transférer à Vitré Communauté le budget assainissement avec ses excédents qui permettront de financer cette station d'épuration. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça ? Non, donc il faut qu'on mette au vote ce rapport du délégataire. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? C'est porté à connaissance. Bon. Vous votez. Donc pas d'opposition, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc on va passer. Je suis perdu dans mon ordre du jour là, mais bon, c'est pas grave. L'eau potable, voilà. Rapport annuel 2018 du service d'eau potable. Du coup, je vous laisse enchaîner. Oui, merci.
Alors, donc ça c'est vraiment porté à connaissance puisque ce sont les élus du syndicat des eaux de Châteaubourg qui ont approuvé ce que je vais vous présenter qui s'appelle le RPQS, donc le rapport sur le prix et la qualité du service du syndicat des eaux de Châteaubourg. Ah oui, alors c'est pas un PowerPoint. Ok. Alors, donc ça c'est un document qui est établi par le SMG. Alors, le SMG, c'est le syndicat mixte de gestion 35. Donc, pour résumer, c'est un peu le syndicat départemental en fait, qui a une structure et qui aide toutes les collectivités adhérentes à rédiger le rapport sur le prix et la qualité du service. Et donc le SMG, en fait, c'est une structure que vous voyez apparaître sur vos factures d'eau, puisque vous avez une ligne qui s'appelle contribution SMG. Donc vous avez un tarif qui est à 0,17 € par mètre cube et tous les abonnés d'Ille-et-Vilaine payent 0,17 € par mètre cube sur leur consommation. Et tout cet argent-là, en fait, le SMG, ça permet de financer en fait soit des canalisations d'interconnexion entre différents syndicats, donc c'est plutôt du secours, du secours d'alimentation en eau potable pour certains syndicats qui peuvent être en difficulté. Mais cet argent-là sert également à financer en grande partie des nouvelles usines de production d'eau potable. Donc l'usine par exemple de Plessis-Beuchet à Châteaubourg a été financée à 80% par le SMG. Voilà, donc le syndicat des eaux de Châteaubourg, donc c'est 26 communes, alors je ne vais pas toutes vous les énumérer. Population desservie, un peu plus de 56 000 habitants. Donc un contrat d'affermage. Alors là, on est encore sur l'ancien contrat d'affermage puisque le syndicat des eaux de Châteaubourg a relancé une délégation de service public à compter du 1er janvier 2019 et nous a fait confiance. Donc on en est très ravis pour une durée de 10 ans. Voilà, dans des conditions économiques aussi plus favorables pour les abonnés. On en parlera après. Voilà. Donc concernant, donc ça c'est toutes les conventions d'apport d'eau. Donc ça c'est voilà. Donc le syndicat des eaux de Châteaubourg est un syndicat de distribution et donc n'a aucune usine de production. Toutes les usines de production appartiennent au CIMEVAL. Et donc le syndicat des eaux de Châteaubourg achète toute son eau. Alors à la différence près des 4617 mètres cubes qui sont achetés au syndicat du Pertre Saint-Cyr, mais c'est vraiment anecdotique, comparé aux 5 millions de mètres cubes que le syndicat des eaux de Châteaubourg achète au CIMEVAL. Donc le syndicat des eaux de Châteaubourg est le plus gros client du CIMEVAL. Suivent le syndicat de la forêt du Teil avec 2,5 millions. En fait, c'est moitié moins. Mais en fait, vous avez la particularité, alors on le verra après, d'avoir un tissu industriel très important sur le territoire. Donc un peu plus de 5 millions, c'est ce qu'il faut retenir. Je ne vais pas vous encombrer avec trop de chiffres. Le nombre d'abonnés, donc on est à peine 25 000 clients, 25 000 consommateurs. Donc aussi avec une augmentation assez notable, hein, parce que 1,66%, c'est pas neutre. On est plutôt généralement sur l'ensemble de nos contrats inférieur à 1%. Donc 1,66, ça montre le dynamisme du territoire sur les 26 communes. Alors, plus ou moins répartis en fonction des communes, mais on raisonne à l'échelle du syndicat. Voilà, donc le volume acheté, donc 5 millions de mètres cubes, et le volume vendu donc, aux abonnés. Alors, on fait le distinguo entre les abonnés domestiques, donc c'est des gens comme nous en fait, et les abonnés non domestiques. Donc ça, c'est les clients industriels, les collectivités et les exploitations agricoles. Mais c'est essentiellement les industriels, donc qui représentent 1 770 000, donc sur les 3 800 000. Donc ça représente 43% en fait. Donc 43% des volumes consommés le sont par les industriels. Donc ce qui vous met en tête en fait, ce qui caractérise le syndicat des eaux de Châteaubourg avec ce tissu industriel là en fait. C'est 43%, c'est moi j'ai pas connu de syndicat aussi avec une proportion aussi forte de
de consommation industrielle. Vous avez vos voisins du Sieft, un peu plus au sud, en fait, qui, eux, par contre, ont le plus gros industriel, le plus gros consommateur d'Ille-et-Vilaine, qui s'appelle Lactalis, à Rothier, et qui consomme plus de 1 million de mètres cubes par an. Voilà. Suivent derrière, il y a leurs cousins Lactalis Vitré, qui sont à peu près à 600 000 mètres cubes par an aussi. Donc c'est des très gros consommateurs. Et sur le territoire, vous avez Bridor, Sojason, Tendriade, les vergers de Châteaubourg ici qui sont en nette progression en fait. Et tous les mois en fait, on voit la consommation des industriels qui augmente en fait. Alors c'est pas, il y a beaucoup d'industriels qui nous ont fait la confidence que c'était pas forcément une augmentation de leur production, c'est une diversification de leur production qui les oblige en fait à faire des nettoyages plus fréquents. Et c'est pour ça qu'ils consomment plus d'eau en fait. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Après, nous, on délivre l'eau conformément à la réglementation. Si l'industriel a besoin d'une qualité d'eau différente de celle que l'on livre, charge à lui d'investir dans des équipements, filtration, voilà, s'ils veulent avoir une eau d'une qualité différente parce que leur process leur impose. C'est clairement un enjeu qui va être important dans les 10 ans qui viennent. Parce que, il y a les phénomènes de sécheresse qui peuvent se multiplier, et on a en effet des industriels qui sont vraiment en croissance de consommation d'eau, liée à la segmentation, liée au nettoyage beaucoup plus fréquent. Et c'est un vrai sujet là, environnemental qu'on va devoir traiter, je pense, dans les années qui viennent. En tout cas, il va falloir qu'on se mette autour de la table, puisque nous, on va continuer sans doute le territoire de Châteaubourg, mais pas que, c'est-à-dire Noyal, Château-Giron et autres. On va continuer vraisemblablement à grandir en termes de nombre d'habitants. Et donc, à un moment donné, se pose la vraie question de la ressource en eau. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on aurait du mal, par exemple, à implanter, si on avait un nouvel industriel, un gros consommateur agroalimentaire, ça nous amènerait à nous poser quand même des questions. Voilà. Donc ça... Voilà, il y a des vrais sujets de consommation d'eau qu'il va falloir qu'on prenne, en tout cas sur lesquels on se penche. Alors, pour information, en fait, le CIMEVAL vient de lancer un schéma directeur de l'ensemble de sa production sur tout le territoire, et il a demandé en fait à chaque syndicat si le syndicat était intéressé pour bénéficier de cette étude du schéma directeur. Donc évidemment, le syndicat des eaux de Châteaubourg a dit oui, puisque en fait le cabinet, alors c'est le cabinet bourgois pour ne pas le citer, qui a été retenu par le CIMEVAL. Donc c'est une étude qui va durer un peu plus d'1 an, et donc qui va devoir réaliser des prospections d'évolution de consommation sur les 10-20 ans à venir, et de mettre en adéquation toutes les productions qui vont être nécessaires, ou tous les stockages qui vont être nécessaires d'être mis en place. Donc on sait, nous déjà, avec notre expérience, qu'un réservoir est nécessaire à Noyal-sur-Vilaine. Et qu'on en a besoin d'un également sur Châteaubourg, pour notamment Sojason, Sulky, Sulky en fait a subi en fait la forte consommation de Sojason, et les forts tirages de Sojason en fait abaissent la pression au niveau de chez Sulky, qui est sur une butte en fait. Ils sont sur un point haut, et eux ont des chutes de pression assez notables, et ça les embête en fait. Donc ce schéma directeur-là, en fait, aura la vertu de mettre en avant tous ces dysfonctionnements-là. Ça, c'est pas des dysfonctionnements, mais ces aléas. Et comme disait M. Régnier, concernant la production, c'est pareil. Il y a 3 usines majeures de production d'eau sur le territoire du CIMEVAL. Donc vous avez Plessis-Beuchet, qui prend l'eau directement sur la Vilaine, donc qui est alimenté donc par la Cantache en partie, mais également par le barrage de Haute-Vilaine. Vous avez l'usine de la Billerie, qui, elle, prend son eau directement sur le barrage de la Vallière, et l'usine de la Grange à Vitré, qui prend son eau dans la Vilaine, mais qui est soutenue par le barrage de Haute-Vilaine. Donc les 3 barrages sont indispensables. Heureusement qu'on les a, parce que sinon
Ça serait très compliqué. Mais juste un chiffre, en fait, la capacité des 3 usines de production, c'est 36 000 m3 par jour. Donc ça, c'est la capacité nominale des stations. Actuellement, en période de pointe, quand on fait la somme des 3, on arrive à 32 000. Donc on n'est pas très loin du bout. Donc il est grandement temps de faire l'étude du schéma directeur et de réfléchir à une nouvelle usine de production. C'est ce que je prédis personnellement. Je vais peut-être me tromper, mais il faudra sans doute construire une nouvelle usine de production. Mais c'est pas le plus compliqué de construire l'usine, c'est de savoir comment est-ce qu'on va la remplir avec de l'eau. Ou on pompe. Donc c'est de savoir si les 3 barrages vont être suffisants pour alimenter les 3 usines actuelles plus l'usine future qui verra le jour. Alors ça c'est ma prédiction, mais après il y a d'autres enjeux puisque au niveau du SMG, il y a une canalisation qui est en cours de construction entre l'usine de Ferrel qui était située à l'estuaire de la Vilaine et la ville de Rennes. Donc il y a actuellement une canalisation qui a été posée entre l'usine de Ferrel, qui arrive grosso modo au nord de Redon, qui arrive à peu près à Bain-sur-Oust, qui est arrêtée là pour l'instant. Et il reste encore 46 km à faire pour aller jusqu'à Rennes. L'idée est de secourir en fait Rennes par l'usine de Ferrel, qui elle-même est en interconnexion avec déjà 2 usines, avec l'usine de la nappe de Cambon dans le 44, qui est une usine assez conséquente aussi, et l'usine de Nantes, qui est déjà en interconnexion via un 700 fontes en fait, entre les 2 usines. Donc c'est plutôt intéressant comme démarche de faire des interconnexions entre les différentes usines, puisque on voit bien que la ressource en eau en fait, est plus compliquée à trouver. Je me suis un peu éparpillé. Par rapport aux chiffres. Voilà. Donc, je vous ai parlé des volumes, donc les 5 millions de mètres cubes, les 25 000 clients. Donc, il y a un échange d'eau également avec les voisins du CEBR, donc ces collectivités eau du bassin rennais, puisque l'usine de Plessis-Beucher est capable de remplir, pour information, le réservoir de Cesson-Sévigné, qui est basé au rond-point des Longchamps, pour ceux qui voient là. Donc l'usine de Plessis-Beucher, pour information, est capable de remplir ce réservoir-là. Ça fait un peu loin, hein. On a l'impression que c'est très loin, mais en fait, c'est possible. Et le réservoir de Cesson est capable d'alimenter l'usine de Plessis dans les 2 sens, en fait. Donc il y a une convention d'échange d'eau à un volume de 200 000 m3 par an. Voilà. Et il y a aussi une vente d'eau à Liffré, puisque Liffré n'a pas de production d'eau potable en fait, et achète toute son eau, donc soit au Ciméval, soit au syndicat des eaux de Châteaubourg. Et il y a également une vente d'eau au syndicat des eaux de Val d'Isée, donc qui a diminué en fait, qui est passé de 130 000 à 96 000, puisqu'ils ont pu remettre en service une usine de production sur leur territoire. Voilà, donc la longueur du réseau, un petit 1200 km de réseau sur le syndicat des eaux de Châteaubourg. Donc la tarification, donc c'est toujours constitué de la même manière avec... Alors c'est un peu plus détaillé puisqu'il y a beaucoup plus de tranches en fait que par rapport à l'assainissement. À l'assainissement, il n'y a pas de tranche dans le contrat de Châteaubourg, mais dans la partie eau potable en fait, vous avez 5 tranches, que ce soit sur la part exploitant que sur la part collectivité. Et donc vous voyez en fait entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 les effets de la renégociation du contrat d'affermage, donc avec la part délégataire qui a chuté grosso modo de 1 tiers, 30 à 35%, et la collectivité, elle, en fait, a augmenté sa part pour également subvenir au renouvellement des réseaux de canalisation, puisque là, le syndicat a lancé une grosse opération de 12 km de mémoire. Donc 12 km de renouvellement de réseau, c'est à peu près 1 million d'euros.
Ça coûte excessivement beaucoup d'argent. Et donc c'est pour ça que la collectivité a besoin également de modifier sa part collectée. Et donc le fonds de concours SMG, c'est les 0,17 € dont je vous parlais, qui servent au financement de nouvelles canalisations et de nouvelles usines. Donc le prix moyen, 2,11 €. Voilà, donc c'est 40% pour la collectivité, 30% pour l'exploitant et l'agence de l'eau, 14%. Et le reste, c'est le SMG pour la part. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution des tarifs. Donc là, on voit mieux graphiquement, en fait, la renégociation du contrat et l'évolution des deux parts. Donc les recettes de la collectivité, donc un peu plus de 1 800 000 euros, pardon, pour les recettes. Les recettes de l'exploitant, donc 3 400 000 euros, décidément. Donc pour un total de recettes de 4 millions d'euros. Je vais en arriver aux indicateurs de performance. Donc ce qui est important, c'est les conformités de la qualité de l'eau. Donc seules les analyses de l'ARS, donc l'ARS c'est l'Agence régionale de santé, sont valides en fait et font foi et donc sont affichées dans chaque mairie des 26 communes. Et donc on a eu 110 prélèvements qui ont été réalisés sur l'ensemble du territoire. Donc l'ARS en fait vient de manière inopinée sur différents points en fait. C'est eux qui les prennent au hasard. Et donc on a eu une non-conformité sur le paramètre bactériologique, sur un paramètre entérocoque. Donc c'était à la mairie d'Argentré-du-Plessis. Et donc il y a eu un contrôle qui a été fait 2 jours après et tout était revenu à la normale. Donc il y a pu y avoir une contamination, mais il peut y avoir aussi un mauvais prélèvement qui peut être la cause de cette non-conformité. Concernant les paramètres physico-chimiques, aucun souci, tout est conforme. Et vous avez ici, en fait, alors le syndicat des eaux de Châteaubourg est vaste. Donc l'ARS a ce qu'ils appellent des UDI, donc des unités de distribution. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mélanges d'eau, en fait, qui se font sur les 26 communes. Personne ne voit, en fait, mais l'eau distribuée sur le syndicat de Châteaubourg provient soit de Rennes, soit du Plessis-Beuchet, soit de la Billerie, soit de la Grange. Donc en fait, il y a un mélange d'eau qui se fait. Donc c'est assez compliqué voilà, c'est un cocktail. Mais bon, sur les 3 usines, on arrive à faire de l'eau potable, rassurez-vous. Voilà, sur la protection des ressources, donc il y a un indice également qui est calculé, donc on est à 80% sur 100, donc il y a encore quelques travaux à faire sur les périmètres de protection. Donc ça, c'est les gens du SMG qui y travaillent en fait. C'est pas du tout dans la compétence du syndicat de Châteaubourg. L'indice de connaissance et gestion patrimoniale, donc là de la même manière qu'en assainissement, donc on est à une valeur, je vais y arriver, de 100 sur 120. Donc on a une connaissance un peu plus fine puisque le réseau d'eau potable en fait est passé en classe A, lui, déjà, donc ce qui nous fait grimper la note en fait. Donc sur l'assainissement, c'est un peu le parent pauvre pour l'instant par rapport à l'eau potable. Les performances du réseau, alors je vais vous épargner ce petit schéma avec les différents calculs. Ce qu'il faut retenir, c'est le rendement de distribution. Donc c'est quand on lit 87,4%, ça veut dire qu'il y a 13% des volumes qui sont perdus, soit dans les fuites, essentiellement dans les fuites, visibles ou non, une partie dans les incendies que les pompiers doivent éteindre également. Donc ça fait partie des pertes qu'on ne sait pas mesurer. Il y a accessoirement les vols d'eau que l'on peut avoir sur les poteaux d'incendie, sur des compteurs. Bon, ça reste à la marge sur les 5 millions de mètres cubes. On ne va pas se batailler avec ça parce que ça reste à la marge. Honnêtement, sur un syndicat où on aurait un volume vendu de 200 000 mètres cubes, oui, la question se poserait, mais là, sur 5 millions de mètres cubes, c'est vraiment à la marge. Et on a un autre indice technique qui s'appelle l'indice linéaire de perte en réseau. Donc, l'objectif du nouveau contrat en termes de performance,
Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais en fait, Ça on doit être a pris des engagements en croissance tous les ans sur le rendement du réseau. Le premier chiffre doit être à 88, je crois, la première année du contrat, et on doit terminer à 92%. Voilà. Sauf que, en fait, les derniers pourcentages, en fait, sont très compliqués à atteindre, en fait. Alors, j'ai fait un petit calcul, en fait, lorsque j'ai présenté le RAD au syndicat des eaux de Châteaubourg. Pour gagner 1% de rendement de réseau, ça représente un volume de 59 000 m3. Donc, vous voyez, à l'échelle des 5 millions de mètres cubes, c'est assez dérisoire. Et les 59 000 m3, il faut chercher des fuites sur 26 000 branchements. La fuite peut être répartie sur les 26 000 ou sur les 1200 km de réseau. Donc autant dire qu'il faut chercher des fuites de l'ordre de 25 à 50 litres heure. Donc à l'échelle de notre réseau et de nos compteurs de sectorisation qu'on peut avoir, c'est quasi impossible en fait. On va y arriver parce que exactement, et que si on n'y arrive pas, de toute façon, on aura des pénalités financières. Donc en fait, on a une petite carotte devant nous et donc voilà. C'est plutôt un bon challenge pour nous parce que ça nous fait progresser techniquement. Mais c'est compliqué, mais on est là pour ça. Et donc, je vous parlais d'un autre indice technique, c'est l'indice linéaire de perte qui mesure le nombre de mètres cubes perdus par kilomètre et par jour. Et pour nous, c'est un indicateur intéressant qu'il faut prendre également en complément du chiffre du rendement. Puisque l'agence de l'eau considère qu'un réseau d'eau potable de type rural, alors on est plutôt en type rural sur les 26 communes du syndicat, est en bon état lorsque l'indice linéaire de perte, qui est à 1,49, qui s'est dégradé, est inférieur à 1,5. Donc là, on est à la limite en fait. On est à... Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, en fait, on voit pas. Il y a toujours de l'inertie en fait entre les renouvellements que la collectivité peut faire, que les réparations de fuites que l'on peut faire également. Et malheureusement, en fait, on a parfois d'autres fuites qui se déclarent et qui viennent dégrader tous les efforts que chacun fait. La collectivité qui investit 1 million, 2 millions d'euros par an pour renouveler ses réseaux, donc qui aimerait et qui serait en droit de dire le chiffre il doit baisser. Et nous, les efforts que l'on fait sur les recherches de fuite, et pour les agents, c'est parfois démotivant en fait parce qu'ils font plein d'efforts sur des recherches de fuite et malheureusement en fait on ne voit pas toujours les effets. Donc c'est du travail de longue haleine. Donc je vous ai parlé du rendement, donc 13% de perte, retenez grosso modo. Donc c'est des chiffres qui sont plutôt... alors la Bretagne, on peut se vanter d'avoir les meilleurs rendements de réseau en France en fait. Vous descendez dans la région sud-est, voilà. Ils sont plutôt à des rendements à 50%. Voilà. 50%. Donc, c'est un autre pays. C'est vrai que les Bretons ont pris vite conscience en fait de la qualité de l'eau. Alors il y a la qualité et la quantité en fait. Et on est sans doute en avance sur plein d'autres régions. J'avais discuté avec des gens de la Creuse et en fait quand je leur parlais d'interconnexion que je vous parlais entre différents syndicats pour des secours, en fait eux c'est absolument pas le cas. Donc là ils avaient eu malheureusement une pollution sur une usine. Eh ben, ils ont coupé l'eau à 6 communes. Voilà. Donc c'est pour ça que en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine, en fait, il y a eu une projection des élus en fait sur du long terme. Et c'est plutôt intéressant parce et on voit que c'est vital en fait c'était la bonne décision. En tout cas. Voilà.
Bon, après, c'est des données sur la partie clientèle. Alors, le taux de respect, les taux d'impayés, donc 0,6% également. Et après, c'est les finances du syndicat. Alors là, c'est un peu plus compliqué de vous en parler avec l'état de la dette. La durée d'extinction qui est inférieure à 1 an. Donc, le syndicat est très peu endetté, voire pas du tout. Et donc, voilà, juste pour les renouvellements de canalisation, vous voyez, c'est même plus que 1 million, j'étais bien en dessous. Je ne vous parlais que du marché à bon de commande. Il y a le programme de renouvellement réseau qui est un peu plus de 3 millions d'euros. Et le programme sur 2019, 1,3 million. Voilà, donc c'est des enjeux financiers importants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Donc ça va être, comme je le disais tout à l'heure, avec les déchets, un des gros enjeux des 10 prochaines années, l'eau et les déchets. On a des gros investissements à faire sur le territoire, à la fois pour renouveler nos canalisations, on y fait sans doute peut-être pour recréer une usine de production, on verra bien, et tout comme sur la partie déchets et le SMICTOM, où il y a des réflexions sur des gros investissements aussi en matière d'outils pour recycler, traiter, brûler et valoriser nos déchets. Donc c'est pas des petits montants, hein. Les sujets dont on parlait avec le SMICTOM, pour faire un parallèle, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros d'investissement. L'usine d'eau du Plessis-Baucher, je ne sais plus quel était le montant de l'investissement, mais on parle en plusieurs dizaines de millions d'euros, hein. Donc, alors c'est vrai que nos habitants ont parfois plus tendance à voir la salle de sport, la médiathèque ou le terrain de foot synthétique. C'est plus visible, ça fait sans doute plus plaisir, mais l'essentiel et ce sur quoi finalement nous sommes attendus, c'est avant tout d'assurer les services indispensables aux collectivités, aux habitants, que sont le traitement des déchets, la distribution et le traitement de l'eau, l'électricité, l'éclairage, etc., la voirie. Et on voit que c'est des enjeux et des montants qui sont rapidement très importants, mais sur lesquels on doit toujours avoir un regard et en tout cas anticiper au maximum, puisque c'est quand on est au pied du mur souvent qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions, alors que quand on prend le temps de réfléchir et qu'on anticipe un peu les choses, ça permet, et comme ça a été le cas en Ille-et-Vilaine par les élus qui nous ont précédés, d'avoir un temps d'avance et des résultats qui aujourd'hui, on peut les en remercier, nous permettent quand même d'être sécurisés en eau potable, en assainissement et aussi en traitement des déchets. Donc là, il n'y a pas de vote, je crois, hein, donc c'était juste une information, et puis on va vous libérer et vous remercier en tout cas de cette présentation, c'est toujours important. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires et autres, à les faire passer à Claire qui pourra faire le lien et apporter des précisions. Et puis c'est vrai qu'il faudra peut-être sur un début de prochain mandat réorganiser des visites. Je pense que c'est toujours important, de l'usine d'eau, de la station d'épuration, des usines du SMICTOM. Enfin voilà, tous ces gros sujets-là, je pense que c'est en allant aussi visiter qu'on se rend compte de comment ça fonctionne. Merci beaucoup, bonne soirée. Donc l'approbation du procès verbal, je l'ai fait tout à l'heure, donc ça, je peux passer. Présentation du rapport sur les actions entreprises par la commune suite au contrôle de la Chambre régionale des comptes. Est-ce qu'on projette quelque chose ou pas? Les tableaux, voilà. Et j'ai rien du tout, on m'a rien imprimé. Je suis un peu à l'arrache, ça sent... On va projeter tout ça, puisque sinon je ne peux pas vous le lire, moi. Vous avez un exemplaire en papier? Ah. Qui t'as pas l'exemplaire papier? Personne n'a l'exemplaire papier. Non, c'est le détail qu'il me faut. Ah, dis donc, mais c'est beau. Bon, alors, donc il y avait
souvenez-vous, puisqu'on a eu en 2018 un contrôle de la Chambre régionale des comptes, il y avait plusieurs recommandations qui étaient formulées, et donc les services ont travaillé pour avancer sur ces différentes recommandations. Donc la recommandation numéro 1, c'était poursuivre l'effort de fiabilisation de l'actif par la mise en place d'un inventaire physique des biens de valeur significative. Donc là, il y a un travail qui a été commencé par le secteur aménagement, travaux, urbanisme et le service finance de la ville, puisque l'idée, c'est de rapprocher l'inventaire comptable de l'ensemble des biens immobiliers appartenant à la commune et de déterminer tous les positionnements géographiques des terrains, des immeubles et installations par ordre croissant de valeur vénale. Et le service vie des écoles continue lui aussi à faire l'inventaire des biens immobiliers situés dans les 2 établissements scolaires appartenant à la commune. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Je pense qu'il faut qu'on se laisse encore une année pour finaliser tout cet inventaire-là. C'est long, c'est fastidieux. Et puis on a eu aussi quelques mouvements, nous, au service urbanisme qui font que, et plus l'approbation du PLU qui est en cours, donc qui ont bien occupé les services. Donc c'est vrai que ça va être un des sujets qu'il va falloir reprendre pour finaliser tout ça. Recommandation numéro 2, mettre en place une comptabilité de stock pour les zones d'activité ZAC et lotissement. Donc là, toujours un peu le même secteur, aménagement, travaux, urbanisme. Donc dispose de données de suivi sur divers documents. On a plein de fichiers Excel. Maintenant, il faut qu'on simplifie un petit peu et qu'on compile l'ensemble de ces fichiers Excel pour avoir une vision en fait consolidée de l'ensemble des achats et ventes de terrain. Et on est en train de réfléchir à l'acquisition d'un logiciel de gestion des budgets annexes, puisque Excel, ça a ses limites, d'avoir des tableaux Excel un peu partout. Donc voilà, on est en cours d'études sur ce type de logiciel pour vraiment répondre pleinement à la recommandation numéro 2. Recommandation numéro 3, la prospective, elle existe, elle est faite en collaboration avec Finance Active, elle est toujours sur au moins 5 années glissantes. Maintenant, on a pris le parti pris de ne pas aller au-delà du mandat dans nos présentations, mais en début de prochain mandat, en tout cas, l'équipe qui sera en place aura la possibilité de reprendre la prospective et de la présenter sur l'ensemble du mandat sans souci, puisque tout est à jour et tout est suivi dans un logiciel spécifique et co-construit avec Finance Active. Et en ce moment, c'est pas toujours simple, puisqu'on a la taxe d'habitation qui disparaît, on a d'autres recettes qui arrivent. Donc voilà, les prospectives en ce moment sont pas faciles à préparer, mais Karen, qui maîtrise bien le sujet, travaille ardemment pour que tout ça soit prêt pour préparer le DOB du début d'année prochaine. Recommandation numéro 4, adopter un pilotage stratégique de la trésorerie par la mise en place notamment d'un plan de trésorerie. Donc un outil de suivi de programmation a été réalisé. Il a vocation à suivre, anticiper les recettes et les dépenses de chaque gestionnaire afin de déterminer les besoins conjoncturels de trésorerie. Donc là, c'est vrai que sur les engagements, on va vous montrer les tableaux d'ailleurs qui existent, qui ont été mis en place. Voilà, donc c'est ce type de tableau qui l'ensemble des recettes, l'ensemble des décaissements par opération, par trimestre, avec la liste des gestionnaires et la liste des opérations. Donc voilà, on a un suivi beaucoup plus précis de nos plans de trésorerie et des engagements de l'ensemble des gestionnaires. Donc ce qui implique aussi un peu quelques changements culturels dans les habitudes de nos gestionnaires, mais qui se mettent en place depuis quelque temps.
Recommandation numéro 5, établir des documents de suivi des ressources humaines, rapport sur l'état de la collectivité enrichi en bilans sociaux, annexes budgétaires, tableau de bord interne, cohérent, complet et mis à jour régulièrement. Donc des documents de suivi de ressources humaines étaient déjà mis en place au moment du contrôle. Donc il y a un tableau de suivi des contrats et des arrêtés, tableau de suivi des avancements de grade et de refus des avancements, tableau de suivi des demandes de formation avec analyse en fin d'année des données. Donc depuis le contrôle et la restructuration du service des ressources humaines début 2019, puisqu'on a maintenant c'est Anne Magnet, que beaucoup connaissent ici, qui est en charge des ressources humaines. Donc de nouveaux documents ont été mis en place, donc tableau de suivi des absences et remboursement des indemnités journalières, plan de charge du service, planification des missions, répartition des tâches entre les agents et suivi de l'activité, suivi mensuel de la masse salariale. Le service des finances intègre un suivi de l'évolution de la masse salariale dans ses indicateurs financiers mensuels. Voilà, et un tableau recensant les compétences des agents est en cours de création et un bilan social complet va être réalisé début 2020 sur l'année 2019. Donc là aussi, on est en train de structurer tout ça et je remercie les services, Anne notamment, et son équipe pour tout le travail qui est fait. Et si ça a pu tanguer un petit peu à certains moments avec les changements de personnes, aujourd'hui le service est stabilisé et est au travail. Recommandation numéro 6, appliquer au complément indemnitaire annuel les critères d'attribution et les modalités de fixation prévues par les textes réglementaires. Donc ce sujet a été évoqué courant 2019 devant le CT de la commune, qui est composé donc des représentants du personnel et des représentants élus. Il est préalablement apparu nécessaire de commencer par reprendre les cotations de poste. Donc il y a un groupe de travail qui a été créé, qui est en cours, qui travaille, qui s'est réuni déjà à plusieurs reprises. Et donc le travail sur ce sujet devrait prochainement aboutir. D'ailleurs, un prochain CT. On va bientôt faire des présentations. Et il y a une veille qui est organisée en parallèle par le service des ressources humaines sur les critères d'attribution et les modalités de fixation appliquées par d'autres collectivités afin de pouvoir bénéficier de leur retour d'expérience avant de proposer de nouveaux scénarios aux représentants du personnel qui avaient voté contre le scénario initialement proposé par la commune. Donc voilà, tout ça c'est en cours de travail. Et concernant les autres observations émises par la Chambre des comptes, la commune n'a rien de plus à ajouter aux réponses qu'elle avait déjà formulées en 2018, si ce n'est le décompte des élus présents, représentés, absents et votants, est maintenant indiqué de façon numérique et non plus uniquement de façon littéraire au sein des délibérations figurant au registre. Donc vous pouvez le constater, l'ensemble des recommandations est traité, en tout cas est en cours de traitement, et on vous représentera également l'année prochaine, enfin l'équipe qui sera en place représentera l'année prochaine également, toujours le suivi de ces recommandations pour voir si on finalise tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Donc il faut mettre au vote, oui, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité, merci, et je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Première délibération, la redevance assainissement 2020. Comme chaque année, Veolia souhaite connaître les tarifs applicables pour l'année suivante en ce qui concerne la redevance assainissement. Donc, il est proposé pour 2020 de maintenir exactement les mêmes parts fixes et proportionnelles qu'en 2019, à savoir 9,96 € pour l'une et 1,473 € pour l'autre. Pardon. Pas de changement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christian. Vous l'avez dit en début de séance, monsieur le maire. Pardon. La compétence assainissement va donc partir à l'agglo au 1er janvier 2020. Donc je crois que l'agglo là-dessus a bien avancé puisque beaucoup de communes ont déjà voté les transferts. Alors, quand sera-t-il des tarifs pour l'ensemble des communes en 2020 et quel pourra être celui de Châteaubourg? Alors pour l'instant, immédiatement, pas de changement. Ce qui va être prévu vraisemblablement, c'est un lissage sur 9 ans pour faire converger l'ensemble des tarifs des 46 communes de l'agglomération. Voilà, donc tout ça, il va y avoir des moyennes et il y en a qui vont baisser, il y en a qui vont monter, mais ce sera lissé sur 9 ans. Donc pour l'instant, je n'ai pas les chiffres précis, ce sera Vitré Communauté qui va établir ce lissage et ce prix de l'eau. Donc à voir si le syndicat de Châteaubourg, puisque nous, notre prix de l'eau est calculé
par rapport au syndicat de Châteaubourg, hein, donc c'est pas que la commune de Châteaubourg, donc à voir comment on va se situer dans la moyenne. Le grand perdant en termes de prix de l'eau, très clairement, les habitants qui vont être le plus impactés par l'augmentation du prix de l'eau, c'est la ville de Vitré. La ville de Vitré avait des tarifs d'eau très bas, parce que quand vous êtes une ville, ça coûte moins cher de distribuer l'eau, puisque les réseaux, quand vous amenez des réseaux en ville, tout de suite, quand vous faites 1 kilomètre de réseau, vous desservez beaucoup d'habitants, donc vous avez moins besoin d'investissement, vous avez moins de pertes d'eau, etc. Donc forcément, voilà, ils avaient un contrat qui était à l'avantage, je dirais, des habitants de Vitré. Donc Vitré-Ville va avoir un impact assez fort. Nous, le syndicat de Châteaubourg, bon, on aura sans doute un petit impact sur 9 ans, mais il va être lissé, et du fait d'être un territoire quand même en partie rural sur une partie des communes, ça amoindrit l'effet de la hausse. Mais en tout cas, la hausse sera lissée sur 9 ans. Mais je suis incapable de vous dire quel sera l'impact exact aujourd'hui et le lissage qui n'a pas encore été établi. Puis ça va être soumis à des débats, hein. Il y aura forcément des débats au sein du conseil communautaire, entre les élus, notamment de la ville de Vitré, hein, il ne faut pas se leurrer, et nous aussi, sur le lissage et l'augmentation qui sera appliquée. J'espère avoir répondu à la question. Si pas d'autres questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 182, toujours Aude. Alors, délibération 182, on en a parlé en commission ressources la dernière fois. Le Sénat a revu le caractère obligatoire du transfert de la compétence assainissement. Néanmoins, cette délibération s'appuie sur ce qui avait été établi au préalable, à savoir donc sur le caractère obligatoire. Par conséquent, dans cette délibération, on projette le transfert de toute la compétence assainissement avec les résultats que l'on connaît, à savoir un résultat de fonctionnement de 751 700 €84, un solde d'exécution de la section d'investissement reporté à 831 686,08 €, soit un transfert total des résultats hors reste à réaliser d'1 583 386,92 €. Nous rendons du coup un compte très très excédentaire. Voilà. Donc on pourrait se poser la question, c'est vrai, certaines communes hésitent, en tout cas ont du mal à transférer l'ensemble de leurs excédents. Nous, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une station d'épuration à faire qui va coûter quelques millions d'euros. Donc la moindre des choses, c'est quand même de transférer ces excédents, sachant que les habitants ont payé, dans un budget assainissement, ont payé sur leur facture d'eau pour des investissements en termes de réseau, de stations d'épuration, etc. Donc il est normal que ce budget annexe soit transféré dans sa totalité et serve aux futurs investissements, et notamment notre station d'épuration qui sera réalisée. Et c'est vrai qu'on a quelques discussions, je ne vous cache pas, parce qu'il y a des communes qui ont quelques excédents, alors un peu moins élevés que celui-ci, hein, ramené au nombre d'habitants, mais qui, n'ayant pas d'investissement à faire dans les années qui viennent, ont du mal, parfois, à transférer leur excédent. Moi, je crois que c'est... Oui, je crois que c'est la solidarité entre les habitants d'un territoire quand on voit par exemple les habitants de Vitréville qui vont être solidaires par leur augmentation du prix de l'eau, je crois qu'on doit tous être à un moment donné solidaires et jouer le jeu de l'intercommunalité. C'est pas une décision de l'interco de transférer l'assainissement, c'est la loi. Donc à un moment donné, voilà, on obéit à la loi et on transfère tout ça. Oui, Amandine. Hop. Donc tu dis, j'ai bien compris que c'était la loi, notamment sur les agglomérations. À un mois de devoir transférer le truc, je trouve que c'est un peu opaque quand même. Enfin, on subit un peu les choses alors qu'on aurait peut-être pu avoir un peu d'informations avant. Lycée sur 9 ans, il y a encore débat, on ne sait pas. Ben ça, après, c'est un peu juste, bon, je trouve, en termes d'anticipation. Je pense qu'ils ont dû le travailler, ces schémas-là. Ce qui est fou, c'est que la loi, elle n'est pas encore votée. C'est-à-dire que là, elle est au Sénat. Le Sénat fait des amendements qui ne rendent pas les choses obligatoires, et l'Assemblée va réétudier les amendements du Sénat. Nous, les échos qu'on a des députés à l'Assemblée, c'est qu'ils vont enlever l'amendement et ça va bien être obligatoire, ce transfert, mais la loi, elle n'est pas encore
voter. C'est ça le mais vrai ça problème. Ça n'empêche qu'on avance. Enfin, visiblement, on prend des décisions là pour avancer. Et sans loi, on a bien dû travailler des scénarios quand même. Assez Vitreco, tardivement. Vitreco, c'est nous. Hein. Enfin, je veux dire, on est dedans. Hein, donc, Tout à fait. Mais j'avoue enfin, peut-être que certains, moi le premier, je sais pas, je me suis peut-être pas assez posé la question, Non, mais mais on a peut-être j'accuse espéré personne, jusqu'au mais, dernier moment en fait que ce soit pas obligatoire. Et D'accord. on a peut-être trop attendu en espérant, en se disant ils vont quand même pas le faire, ça va être un bazar monstre. Et au final, si, ils sont allés au bout et a priori l'Assemblée va remettre pour les agglos le caractère obligatoire. Donc c'est vrai qu'on est à la bourre. Hein. On décide sans savoir les tenants, les aboutissants, le prix, les conditions, les agents, enfin comment ça va se gérer concrètement, on ne le sait pas. Non, c'est encore en cours on se la joue collectif et on fait confiance. Alors là, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Oui, C'est-à-dire que le budget assainissement, en fait, il est transféré. On aurait pu l'année dernière essayer de ressortir un peu d'argent, voilà. Mais ce montant-là, on transfère notre budget assainissement à la structure qui a la compétence. Si c'était pas obligatoire, on pourrait se poser la question. Voilà, nous les échos qu'on a aujourd'hui, la confirmation, les prises de renseignements qui ont été faites auprès du ministre et de l'Assemblée nationale, c'est que ça va être rendu obligatoire et que l'amendement du Sénat ne sera pas gardé. Donc si c'est obligatoire, voilà, il faut transférer. Maintenant, et c'est clair qu'on va avoir quelques mois un peu sportifs pour organiser tout ça. Alors vraisemblablement, au départ, c'est vraiment les communes qui vont garder la main dessus, en fait. Il y aura des marchés à bon de commande avec des entreprises, et c'est les communes qui feront appel à ces marchés à bon de commande, et c'est Vitreco qui payera la facture. Mais bon, voilà, dans le fonctionnement, sur la première année, ça ne va pas changer grand-chose. C'est plus après, quand si Vitreco Communauté décide vraiment de créer une équipe qui gère ça, voilà. Et sur les futurs contrats de DSP, la question pourra se poser d'une prise en régie peut-être à une échelle un peu plus grande. Voilà. Mais c'est vrai que j'avoue qu'on est encore dans la construction d'une nouvelle politique assainissement et eau au niveau d'une interco. Donc je sais que par exemple la Roche-au-Fay l'a fait plus en amont de transférer, si je me trompe. Non, ils l'ont pas prise puisqu'ils sont communauté de communes. Voilà. Donc ils ont prolongé jusqu'en 2026. Mais ça n'empêche que les scénarios ont été travaillés. Même si la loi n'était pas votée, je pense que tout le monde a dû se mettre au travail avant quand même. Tout à fait. On a été un peu en retard dans le travail des scénarios. J'avoue. Oui, Christian. Il me semble que Vitry Communauté a mandaté un bureau d'études pour travailler les différents scénarios. Mais dans tous les cas de figure, la loi qui est en cours d'étude ou qui va être votée, ce qui était concerné, c'était surtout la délégation qui serait donnée de l'agglo vers les communes pour gérer l'assainissement. Mais dans tous les cas de figure, il faut transférer les budgets annexes. Ça ne change rien, ça. La compétence ne change pas. En effet, c'est la délégation du service qui pourrait être redonnée aux communes. Voilà. C'est la loi engagement et proximité, je crois. Tout à fait. Mais bon, voilà, elle n'est pas encore votée. Donc on va laisser les parlementaires prendre leurs décisions. Mais c'est ça qui est difficilement compréhensible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une loi qui doit rentrer en application au 1er janvier 2020, on est le 13 novembre et elle n'est pas encore votée, quoi. Donc bon, voilà. Tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Et délibération 183, toujours Aude. Dernière délibération pour le budget. Il concerne une provision pour risque d'impayé. Régulièrement, nous avons ce type de délibération à passer. En l'occurrence, malgré plusieurs relances effectuées par le comptable public, une facture de 430,21 € reste irrécouvrée. Donc il est proposé de constituer une provision. Pas de questions. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 184. Je passe la parole à Hubert Desblés. Oui, et on passe sur la construction donc de la nouvelle gendarmerie et notamment l'application des pénalités de retard. Donc pour rappel, par délibération du 4 février 2015, le conseil municipal a validé la désignation du groupement mandaté par le cabinet Robaglia, architecte en qualité de maître d'œuvre de l'opération de construction d'une gendarmerie à Châtebourg, zone d'activité de la Bourlière.
Par délibération du 8 mars 2017, le conseil municipal a validé les marchés de travaux des 13 lots suivants, les montants ci-dessous, à l'exception du lot numéro 9. Donc pour rappel, effectivement, donc par délibération du 8 mars 2017, le conseil municipal a validé de négocier avec toutes les entreprises ayant remis une offre pour le lot numéro 9, donc qui concernait les cloisons, doublages et faux plafonds. La délibération du 8 novembre 2017, auquel le conseil municipal a validé le marché de travaux du lot numéro 9 et par application des pénalités conformément à l'article 3.4 du CCAP des marchés de travaux. Les pénalités sont composées de 3 éléments: retard d'exécution, retard dans la remise des documents et l'absence en réunion. Lors de la commission travaux et urbanisme du 22 octobre 2019, il a été convenu de retenir l'application des pénalités ci-dessous. Donc une pénalité pour l'entreprise Fadier qui concerne le lot numéro 2, gros œuvre avalement de 29 280,54 €. Pour le numéro 3 qui concernait les charpents de bois, l'entreprise Bileude pour un montant de 2717,54 €. L'entreprise numéro 5, le lot numéro 5, couverture étanchéité, entreprise Ferrat pour un montant de 5111,63 €. Lot numéro 6, menuiserie extérieure fermeture, l'entreprise Menuiserie Cardinal pour un montant de 1021,98 €. Le lot numéro 9, donc cloison doublage plafond, l'entreprise Brel pour un montant de 2618,41 €. Le numéro 11, qui est le lot peinture pour l'entreprise Guérin Peinture, 750 €, ce qui représente donc un montant total de 41 500,11 €. Suite à la présentation donc, de ce sujet en commission du 22 octobre 2019, il est proposé au conseil municipal d'appliquer les pénalités retenues telles que présentées ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christian. Juste pour savoir si la délibération est exécutoire. Est-ce que les pénalités seront retirées d'office suite au vote? Oui. D'accord. Merci. Et si j'avais pu en retirer un peu plus, j'en aurais retiré un peu plus, tellement certains m'ont énervé. Mais bon. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 185, une délibération qui n'est pas passée en commission. Donc on vous demande l'autorisation, parce que je crois que la dernière commission... C'était un peu chargé, c'est quelque chose d'assez simple. Hubert va nous répondre. Ouais. Et si jamais vous ne voulez pas la voter, vous me faites signe et puis je la retire de l'ordre du jour. Voilà, je pense qu'on va présenter le plan quelle serait faire cette servitude de passage d'une canalisation électrique donc derrière le centre commercial Bel Air. Juste pour rappel, effectivement, voilà, on retrouve sur ce plan. Je vais juste me déplacer, c'est plus simple, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on est à l'arrière du centre commercial Bel Air, juste ici, effectivement, où sont créées les nouvelles cellules. Et donc, on a le transfo qui se trouve juste derrière, et on se doit effectivement de passer et de relier ce réseau, créer un réseau, en tous les cas derrière, et notamment pour aller alimenter l'armoire d'éclairage public qui se trouve là. On aura l'alimentation des 2 cellules commerciales, et puis l'alimentation, effectivement, donc on a le poste de refoulement, et les futurs blocs sanitaires. Voilà la servitude de passage qui est concerné par cette délibération. Alors voilà, il n'y a pas d'enjeu, mais voilà, si, comme monsieur le maire le disait, vous souhaitez, on peut la présenter en prochaine commission, il n'y a pas d'urgence. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est une simple présentation, il n'y a pas forcément de repères là-dessus. Je propose quand même de lire la délibération, et puis, je sais pas, moi... Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on la vote ce soir? Non, donc on va la passer, merci beaucoup. Voilà, la présentation de toute façon aurait été la même, voilà, mais avec le plan c'est beaucoup plus simple. Donc pour rappel, le 28 juin 2019, la commune a signé avec la société Enedis une convention de servitude pour le passage d'une canalisation électrique, donc située sur les parcelles section AH numéro 515 et 194, qui est des parcelles donc, qui appartiennent au domaine privé de la ville de Châtebourg. La convention sous signe privé signée avec la société Enedis a été enregistrée au service de la publicité foncière, mais n'a pas été publiée. Sur demande et aux frais exclusifs d'Enedis, il convient désormais d'établir un acte authentique afin de régulariser administrativement et juridiquement la situation. Donc voilà, suite à cette présentation, il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons à la 186. Et là, je te laisse essayer d'être clair.
Alors, c'est le cas, effectivement, avec quelques documents en présentation. Alors, on a différents types de documents. Là, la carte des propriétaires actuels, effectivement. Donc, on a pas mal de couleurs. On retrouve. Je vais vous faire grâce, effectivement, à la lecture de ces cartes, mais on va s'attacher plus, effectivement, au texte. Mais, enfin, peut-être que tu dis avec les couleurs. Alors, juste pour qu'on se repère bien. Donc, on est sur le secteur de Montmorel. Pour ceux qui connaissent le centre équestre. Que je me repère bien aussi. Il n'y a pas de couleur. Il est ici. Ouais, c'est ça. Hein, donc là, vous avez le centre équestre de Châteaubourg. Et donc, on a autour une partie des terres qui nous appartiennent, une partie des terres qui appartiennent, alors que je me repère, tu vois mieux les noms que moi, c'est Causanet, c'est ça, hein, voilà, une partie des terres qui appartiennent à Monsieur Robert, Monsieur Véron, de Raguenel et de Montmorel. Donc voilà, on a plusieurs propriétaires, plusieurs exploitants. Avec du champ aux moines aussi. Ouais. Et donc l'objectif de ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est d'essayer de simplifier le parcellaire pour que les exploitants, que ce soit les agriculteurs ou le centre équestre, aient un parcellaire qui soit plus compact et plus facile du coup à utiliser, que ce soit pour le centre équestre avec ses chevaux, plus et autour du centre équestre, mieux c'est, et pour le repreneur de Monsieur Robert, puisqu'on profite en fait du départ à la retraite de Monsieur Robert, il y a un repreneur de son exploitation, et donc d'essayer de revoir le parcellaire, et en plus Madame de Raguenel qui souhaitait vendre ses terres. Donc on a profité de tout ça. Ouais. Et je te laisse expliquer. Oui, c'est une opération de la SAFER au départ, effectivement. Ensuite, à la décision de Monsieur Robert de cesser son activité agricole et de céder donc certaines terres aux GAEC du Champ aux Moines. Donc c'est la SAFER qui a contacté l'ensemble des propriétaires des parcelles, donc au lieu dit Montmorel, afin de procéder donc à un échange multilatéral. Donc quelque chose d'assez complexe où la SAFER a pas mal œuvré, a rencontré l'ensemble des propriétaires, a travaillé aussi effectivement avec la mairie. L'objectif de cet échange, c'est de regrouper les parcelles des propriétaires afin de permettre une gestion foncière plus aisée, de permettre aux exploitants de consolider leur activité en exploitant des terres non dispersées, de procéder à une régularisation cadastrale pour des morceaux de voirie également, qui reviendraient donc à la commune. L'échange envisagé donc concerne les 4 promettants, la commune de Châteaubourg, M. Michel Véron, le GAEC du Champ aux Moines et M. Patrice Robert, que l'on a identifié avec les différentes couleurs sur le plan. Dans ce cadre, l'échange projeté pour la commune de Châteaubourg concerne donc un nombre de parcelles assez importante. Je vous fais grâce de la lecture. Au total, donc, qui représente une surface de 155 676 m², avec donc des biens reçus par la commune de Châteaubourg à hauteur de 125 954 m². Les parcelles reçues par la commune seront de deux natures, des parcelles agricoles et des voiries. Les parcelles agricoles propriété communale seront mises en location à l'ERL Montmorel, donc effectivement au centre équestre. Elles permettront de consolider et de développer les activités du centre équestre. La perte de 2 hectares 97 arts 22 centières pour la commune de Châteaubourg sera compensée par la perception d'une soulte de 17 518,15 €. La commune de Châteaubourg versera une indemnité de 6 500 € à l'ERL de Montmorel pour amélioration des fonds loués. Tous les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que ceux qui seront la suite ou les conséquences et ceux de l'acte authentique seront supportés à part égale par le GAEC du Champ aux Moines et la commune de Châteaubourg. Et donc, suite à la présentation du sujet en commission urbanisme travaux les 1er et 22 octobre 2019, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'échange avec une cession de 15 hectares 56 arts 76 centiares, une acquisition de 12 hectares 59 arts et 54 centiares, la perception d'une soulte de 17 518,15 €, en compensation de la perte de 2 hectares 97 arts et 22 centiares, un versement d'une indemnité de 6 500 € à l'ERL Montmorel pour les améliorations au fonds loué, et un paiement des frais, droits et honoraires à part égale avec le GAEC au Champ aux Moines, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à demander toutes les subventions relatives à ce dossier et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier, donc qui est mené effectivement par la SAFER. Il y a une demande de subvention, en effet, pour compenser les indemnités
C'est mis quelque part, ça? C'est dans les délibres, oui. Puisqu'en effet, il y a des subventions possibles Oui. du département quand il y a quand les communes se saisissent en fait de recomposition C'est ça. parcellaire et que ça entraîne des frais. Le département, ça fait partie des politiques du Subventionne. département et il subventionne pour encourager justement ces recompositions parcellaires qui permettent aux exploitations en fait d'être plus performantes, plus productives, plus pratiques. Donc voilà, donc on va solliciter en effet le département pour toucher la subvention et compenser les indemnités qu'on a versées. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Et c'est vrai que ce sera, puisque dans le cadre des compensations, des études de compensation de la ZAC multisite, c'est une des actions en fait qui est ressortie des groupes de travail qu'on a pu faire avec les agriculteurs, c'est de travailler sur les recompositions parcellaires. Donc voilà, ce sera un des sujets pour la prochaine équipe de lancer ce travail-là, des études de recomposition parcellaire. Alors c'est jamais simple, puisqu'il y a les propriétaires et les exploitants, et donc il faut réussir à convaincre les deux. Mais c'est vrai que quand on peut éviter à des agriculteurs de faire des kilomètres en tracteur parce que leur siège d'exploitation est à Bron et qu'ils ont des terres qui sont du côté de Domanier ou de Saint-Didier, ça évite de traverser le bourg, et puis ça permet de gagner en productivité et d'être plus efficace et de passer moins de temps sur les routes. Donc voilà, ce sera un des sujets en tout cas qui est ressorti du groupe de travail, donc qu'on devra lancer dans le cadre des mesures compensatoires de la ZAC multisite. Oui, sachant qu'effectivement la SAFER a aussi cette politique-là, puisque c'est elle qui a initié dès la cessation d'activité de monsieur Robert. Donc voilà, effectivement c'est dans les mœurs. C'est un travail qui est fait avec la SAFER et avec la Chambre d'agriculture, mais c'est dans les mesures compensatoires de la ZAC, puisque nous, on va devoir mettre un montant qui est estimé à 100 000 euros à peu près, de compensation financière à l'impact agricole de la future ZAC. Et donc, sur ces 100 000 euros, les agriculteurs ont souhaité qu'on flèche une partie pour lancer une étude du parcellaire agricole et de travailler avec la SAFER et la Chambre d'agriculture pour financer ça. Mais forcément, c'est du temps agent, c'est tout ça. Donc c'est tout ça qui rentre dans le budget qu'on va allouer, nous, à ces études-là. Mais il me semble intéressant, en tout cas, de le faire. Et voilà, il y a eu des grandes époques, des recensements, mais il y a très longtemps. Donc voilà, ça fait longtemps que les parcellaires n'ont pas été revus et qu'il y a eu beaucoup de cessions, qu'on a une période aussi où il y a beaucoup de départs en retraite, donc il faut qu'on profite de ces départs en retraite pour essayer d'améliorer les parcellaires des exploitations. Et voilà, c'est un vaste sujet, très chronophage. Mais bon, Serge adore ça. Donc, à ce sujet, juste pour mon information, c'est un travail qui a débuté quand? 6 mois, 1 an? 1 an. C'est 1 an. Voilà, on a mis 1 an à peu près à voir tout le monde. Voilà, mais bon, on connaît bien mon Morel maintenant. Très bien, merci beaucoup. On passe à l'émigration 187, toujours Hubert. Oui, juste avec une petite projection derrière, pour resituer. Le 21 rue des Manoirs, fixation du loyer mensuel. Pour resituer, c'est l'ancienne poste. Voilà. On revient sur ce sujet, effectivement. Donc, par délibération du 22 mai 2019, le conseil municipal a décidé donc d'acquérir les parcelles bâties cadastrées section AH76 et 17, situées au 21 rue des Manoirs, dans les délais fixés dans l'arrêté municipal du 56-2019 avec transfert de jouissance à titre onéreux de la maison et de la cour cadastrée section AH76 au 31 décembre 2019. De fixer le prix du loyer mensuel à 500 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et tous les documents relatifs à ce dossier. Vu le courrier réceptionné en mairie le 26 septembre 2019 de la vendeuse du bien demandant à pouvoir rester dans la maison, donc située au 21 rue des Manoirs jusqu'au 30 juin 2020, il est envisagé une mise en location via la signature d'une convention d'occupation précaire de 3 mois renouvelable une fois. Il convient de déterminer le prix du loyer qui sera proposé à cette personne à 500 € par mois. Il est précisé qu'il n'y a pas de partie commune et que les compteurs d'eau, d'électricité et de chauffage sont individuels, la mise en service des fluides restant à charge du locataire. La seule charge que la commune devra récupérer est la quote-part sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, incombant à tout locataire.
Donc, suite à la présentation de ce sujet en commission urbanisme travaux du 22 octobre 2019, il est proposé au conseil municipal de consentir à la signature d'une convention d'occupation précaire, de fixer le prix du loyer mensuel à 500 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de la convention d'occupation précaire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Déclaration d'intention d'aligner DIA, 3 DIA. Ouais, voilà, c'est assez léger aujourd'hui. Donc, concernant les DIA, la première, donc 2019-052, il s'agit d'un immeuble bâti, habitation et professionnel, cadastre et section AH numéro 254, qui se trouve au 8 rue Maréchal Leclerc. On a donc une superficie de 155 mètres carrés, donc dans le haut de la rue du Maréchal Leclerc, juste en dessous de la mairie. Voilà, donc pas de préemption pour cette première DIA. Seconde DIA 2019-061, il s'agit d'un immeuble bâti, une habitation cadastrée section AL numéro 75 et section AN numéro 400, qui est située au 31 résidence du Haut-Pré. On a une parcelle de 837 mètres carrés. Là également, pas de préemption sur cette deuxième DIA. Et la troisième, donc 2019-062, il s'agit d'un immeuble non bâti, cadastré section AI 268, qui se trouve au Prieuré. Et là, on a une superficie de parcelle de 26 mètres carrés, voilà, de la régularisation. Et il n'y a pas de préemption non plus sur cette dernière DIA. Sur la première DIA rue du Maréchal Leclerc, donc il y a un projet de rénovation. C'est une vieille cellule commerciale là, qui est vide depuis quelques temps sur ce côté-là. Et donc on a vu, il y a eu un projet qui a été accepté par l'ABF de rénovation. Donc ça va donner un petit coup de neuf à ce vieux bâtiment. Non, c'est la cellule au-dessus. Oui, tout à fait. Où il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus rien du tout dedans. Délibération 189. Alors, il s'agit de la cession d'un terrain. Alors, on va projeter peut-être l'endroit. On est sur le Plessis-Beucher. Donc, vous avez aujourd'hui... Est-ce que mon pointeur fonctionne? Mon pointeur ne fonctionne pas, décidément, ce soir. Donc ici, on a la nouvelle zone artisanale avec Cap Climat, avec le futur garage Renault, avec ici le truc de motoculture, Prépare Auto, la poissonnerie. Donc tout ça, ça s'est rempli. On a maintenant une zone artisanale qui est en cours. Et au PLU, on a un secteur qui est zoné, ici aussi, en zone constructible pour de l'activité. Donc, les parcelles qui sont ici ne nous appartiennent pas. Par contre, la parcelle qui est ici nous appartient. Et suite à des échanges avec un sculpteur qui est venu nous voir, qui s'appelle Éric Terret, qui cherchait un lieu d'implantation, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en fait, aujourd'hui, les sculpteurs qui font du monumental ne trouvent plus de terrain. Pourquoi? Parce que, on ne peut pas les mettre dans des lotissements classiques d'habitation, puisque vous imaginez bien les problèmes avec les voisins, et puis les petits terrains des lotissements d'habitation, et puis l'accessibilité pour des gros convois et des gros camions, notamment quand vous livrez du granit. On pourrait les implanter dans des zones artisanales classiques, mais le problème, c'est qu'un sculpteur, il n'a pas toujours envie d'être entre un plombier et un garagiste, pour l'image de marque, voilà, pour le cadre de son bâtiment. Et avant, c'est des gens qui allaient très souvent dans les campagnes et dans les hameaux s'installer et construire leur bâtiment. Sauf qu'aujourd'hui, avec les nouvelles règles des PLU, on n'a plus le droit d'aller construire en secteur agricole. Donc ces gens-là, aujourd'hui, eh ben, ils sont un peu en galère pour trouver des lieux d'implantation. Et mon idée, du coup, suite à ça, c'est de se dire, est-ce que nous, dans le cadre d'un projet politique que vous connaissez, qui s'appelle la Cité des Sculpteurs, est-ce qu'on ne dédierait pas une petite zone, un terrain, sur lequel on implante uniquement, finalement, des sculpteurs?
Et donc en faisant un peu le tour de tout ce qu'on avait en possession et en regardant le PLU, du coup ce terrain-là m'a semblé assez intéressant pour pouvoir implanter plusieurs sculpteurs. Donc là il y en a un premier, il y a 6000 m². Là celui-ci en prend 2000. Vous allez voir, il y a un bâtiment, on va pouvoir voir la photo du projet de bâtiment. Donc on céderait une partie 2000 m² sur les 6000 m², enfin un peu plus de 6000 m², puisqu'il y a 6700 m². Et donc il viendrait implanter en fait son bâtiment d'activité. Et est-ce qu'on a une vue? On avait une vue du bâtiment. Voilà, donc un hangar. Et dans ce bâtiment d'activité, il met également son logement au bout du bâtiment. Donc on est vraiment sur un bâtiment d'activité avec un logement à l'intérieur. Ce qui est important, c'est que le logement ne peut pas être séparé de l'activité. Ça, voilà, ça fait partie un peu des conditions. On en avait quelques-uns comme ça, puisque par exemple, il y a l'imprimerie 35 à côté de la gendarmerie qui est un peu sur la même configuration. Puisqu'ils veulent habiter sur place, puisque voilà, ils ont des horaires et puis ils souhaitent aussi surveiller aussi leur bâtiment et rester à côté. Mais l'idée, c'est voilà, d'implanter ce premier sculpteur, sachant que j'ai déjà quelques autres contacts, voilà, puisque forcément c'est des petits milieux et que ça discute beaucoup entre eux. Et donc voilà, mon idée, c'est sur ce coin-là, si on pouvait réussir à créer un petit microcosme d'artistes, sculpteurs, et qui demain pourraient aussi peut-être voilà, travailler avec nous sur des projets concrets d'expo ou de réalisation. Ça me semble intéressant. Éric Terret, c'est pas n'importe qui, puisque c'est quelqu'un qui a une renommée, alors vous pourrez aller voir sur son site internet, mais qui a remporté plusieurs prix internationaux, qui vend en Chine, à Shanghai, un peu partout, donc qui exporte aussi pas mal, qui a remporté un certain nombre de concours, qui est très lié avec Château des Pères également, qui est très proche de Jean-Paul Legendre, et qui expose et qui a déjà vendu pas mal d'œuvres au Château des Pères, que vous pouvez voir. Il y a notamment une main en granit pour ceux qui connaissent le Château des Pères. Donc ça, c'est une de ses réalisations. Il doit avoir 3 ou 4 œuvres au Château des Pères d'exposer. Il avait déjà exposé en 2010 à Jardin des Arts, et il souhaite, voilà, du coup, vu la dynamique qui existe au niveau du Château des Pères de Châteaubourg, de s'implanter sur ce côté-là de Rennes. Donc il a cherché des terrains, des corps de ferme, etc. Il n'a rien trouvé. Et donc c'est pour ça que voilà, on a réfléchi avec les services pour essayer de proposer un terrain. Et ce terrain me semble le bon. Prix de vente d'une activité économique à Châteaubourg, c'est entre 20 et 30 euros. Là, c'est vrai que c'est plutôt 20 parce qu'il n'y a pas d'investissement à faire en matière de route, en matière d'équipement public, de places de retournement, etc. Les réseaux sont à proximité. Donc voilà, l'idée c'était de proposer ce terrain à 20 euros et qui servira de référence pour l'ensemble après de la parcelle pour d'autres implantations. Voilà, j'ai essayé d'être clair, d'expliquer le pourquoi du comment. Moi, je suis persuadé que c'est une très bonne opportunité et que ça va participer à notre projet politique, mais je suis ouvert à toute question. Oui, Christian? C'est vrai qu'on a vu pardon, désolé pour la voix. Hein. On a vu ce projet en commission développement local en septembre et on avait convenu effectivement de soumettre le prix au domaine qui a répondu. Et on devait revoir ensuite, sur la commission suivante, le prix définitif qui devait être appliqué, ou que la commission allait proposer d'appliquer à ce projet. Donc vous avez votre projet politique, nous on n'a rien contre, hein, mais je trouve quand même que le prix d'à 20 euros le mètre carré pour une partie habitat, c'est un peu bas quand même. Et on avait souhaité en commission, à la discussion, de revoir ce prix après l'avis des domaines. Or, je constate qu'il est mis directement en délibération sans repasser par la commission. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'avais pas l'information que ça devait repasser en commission après. Alors, on n'est pas là, donc pas... Non, c'est dans le compte-rendu. Hein. Oui, j'ai pas forcément fait attention à tout le compte-rendu. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que ça repasse en commission? Est-ce que vous êtes d'accord avec le prix et vous dites on vote ce soir qui souhaite qu'on repasse ça en commission?
je pose la question, est-ce que vous souhaitez qui est pour le repasser en commission ou non? Dites-on, on y va? De toute façon, nous sommes minoritaires, donc on n'aura pas le choix. Non, mais il peut y avoir des élus, puisque voilà, je ne sais pas forcément voilà, s'il y en a. Donc, dans la mesure où la majorité votera pour, certainement, nous n'allons pas participer au vote. Oui, tout à fait. Je vous laisse voter à votre niveau. Très bien. Bon, je vous propose de mettre au vote. Donc les élus de la minorité ne participent pas non plus. Donc voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'ensemble des élus de la majorité est pour. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir son site internet. Bertrand David est absent. Donc je vais prendre la délibération. Ou il y a quelqu'un qui avait prévu de la prendre, je ne sais pas. Donc, délibération 190. La bibliothèque propose d'organiser pour les fêtes de fin d'année un spectacle de la compagnie Dounia, La Note Magique, qui aura lieu le 21 décembre à 16h. Vous avez le tarif, 2 € par personne. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 191. Et je passe la parole à Christelle. Qui a plus de voix? Tu veux que je fasse la délibération ou ça va aller? Christelle, ça va aller? Non, je vais vous la faire version gitane maïs du coup. Ouais. Macha Mary. Ou Greta Garbo, c'est comme vous voulez. Oh là, c'est mieux. Oh, vaut mieux ça. Donc, École du Plessis, versement d'une subvention exceptionnelle au titre du transport scolaire. Par courrier en date du 30 août dernier, l'École du Plessis a formulé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la commune de Châteaubourg au titre du transport scolaire. Le montant total sollicité est de 1 000 € TTC pour l'année 2020. Suite à la présentation du sujet en commission vie des écoles en date du 17 octobre 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'École du Plessis à imputer sur le budget 2020 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous en avons fini avec cet ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des remarques? Oui, Aude? J'ai une question. J'aimerais savoir si tout le monde dans la salle a remarqué un nouveau panneau à l'entrée de ville. Un panneau jaune. Eh bien, vous êtes lamentable, parce que maintenant, nous avons un beau panneau Première Fleur. Et merci à l'ensemble des services de la ville, à Aude qui a suivi ce dossier, Hubert aussi, et puis de Fleurs maintenant. On ne s'arrête pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit aussi les panneaux déviation à l'entrée de la ville. J'avoue. D'ailleurs, ce soir, c'est fermé. Donc, pour ceux qui habitent de l'autre côté, il faut faire le tour, un grand tour. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un panneau jumelage qu'on a mis sur le rond-point, qui se voit bien, je trouve. C'est pas mal ici. Donc, voilà. C'est en provisoire, en test, mais peut-être qu'on va le laisser. Peut-être qu'on va le laisser sur le rond-point, du coup. Je sais pas. Non? Bon, on verra ça. On en redébattra de son emplacement exact. Bonne soirée à toutes et tous. Et si vous pouvez ramener les micros.